Merci de la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans PIB qui reçoit aujourd'hui Hosni Zawali, CEO de Tech Adaptica, une start-up basée au Canada et consultant à l'université Stanford en Californie aux États-Unis. Donc, Monsieur Zawali, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour le Sénégal, bonjour l'Afrique. Ça fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donc, vous avez fait des études d'ingénieur en France. À l'âge adulte, vous avez décidé d'entreprendre et de le faire au Canada. Vous avez un tuteur of Toronto qui enseigne le français aux enfants anglophones. Puis une deuxième nommée, voilà Lerny, qui posera plus tard les bases de votre start-up actuelle, Tech Adaptica, qui propose un campus virtuel qui fait l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Vous avez mené plusieurs projets humanitaires, notamment en Somalie, au Ghana et en Afrique du Sud, pour permettre aux enfants populaires d'accéder à l'enseignement grâce à la technologie. Tout à fait. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous avez choisi le Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé à laisser le pays du jasmin, votre Tunisie natale? Alors, tout d'abord, il est important de préciser que bien que je suis tunisien, je suis africain d'abord. Et je le précise beaucoup aux États-Unis et au Canada quand ils me disent Hey, where do you come from? D'où est-ce que tu viens? Je leur dis Well, I'm African first and then I'm Tunisian. La raison, c'est que il est vraiment important que l'on commence à voir justement l'Afrique comme une puissance unie plutôt que des petites régions et des petites provinces séparées. On a toutes les raisons du monde d'être séparés. On est blanc, on est noir, on est chrétien, on est musulman, on est hutu, on est tutsi et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais aujourd'hui, il est vraiment important que des gens comme moi, par exemple, que ce soit dans la Silicon Valley ou au Canada, eh bien, je me présente comme africain d'abord et avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire être africain d'abord et avant tout? Ça veut dire que le sort d'un enfant du Ghana est exactement la même chose pour moi que le sort d'un enfant au Sénégal ou le sort d'un enfant au Maroc ou le sort d'un enfant en Égypte. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me préoccupe autant du sort de mes compatriotes que autant du sort des personnes qui vivent sur ce continent. Alors, la raison pour laquelle, maintenant, pour en venir à votre question, la raison pour laquelle je suis parti, on est parti de Tunisie, de la France jusqu'au Canada, c'est parce que tout simplement, honnêtement, et même si je travaille aux États-Unis, le Canada, pour moi, est beaucoup plus aligné à mes valeurs. Ils sont bilingues. Toronto, là où je vis, c'est ici, eh bien, c'est la ville la plus multiculturelle du monde. On parle plus de 36 langues. On n'a aucun problème à ce que les gens peuvent être noirs, blancs, noirs, juifs et communistes. Aucun problème. Hein, voilà. Ça pose aucun problème à qui que ce soit et donc c'est bien plus aligné à mes valeurs. Regardez, le ministre de l'immigration, c'est un ancien réfugié somalien. Imaginez ça. On a pris un ancien réfugié somalien pour être notre ministre de l'immigration. Notre ministre de la Défense porte un turban. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que je me sens bien ici. Alors, toujours dans cette lancée, vous avez mis en place le campus virtuel. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour ça, il faut remonter un petit peu au départ. Alors, il y a à peu près 5 ans, avec l'université Stanford en Californie, ils ont mis ce qu'on appelle le programme LEAD. C'est un programme pour les exécutifs, les CEO un petit peu partout dans le monde, et ça se passe en ligne. Ça permet de les former. Stanford est encore aujourd'hui la meilleure université dans le monde en termes d'innovation, et ils voulaient offrir ça un petit peu à tous les exécutifs, à tous les managers placés un peu partout dans le monde. Pour créer un programme en ligne, il est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le côté émotionnel de l'apprenant et de l'enseignant. Et ça nous a pris pas mal de temps, ça nous a pris 4 ans pour vraiment comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, le résultat de ça, c'est un campus de réalité virtuelle où on a des avatars, chacun a un avatar où il peut se balader dans un campus et avoir des interactions avec énormément de monde. Je vous raconte ça, pourquoi? Parce que le problème de départ, c'est que on a eu cette crise du Covid. Et même si la crise du Covid n'est pas réellement un disruptor, c'est pas une révolution, c'est un accélérateur de ce que l'éducation aurait dû être il y a déjà 20 ans. On parle depuis très longtemps de l'éducation du 21e siècle. Mesdames et messieurs, on est en 2020.
Ça aurait dû être mis sur place depuis 20 ans déjà. Et malheureusement, parce que le système est un peu archaïque, on n'a pas le temps de le mettre. Aujourd'hui, c'est notre opportunité. Alors voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on a plus de 4800 universités aux USA. D'accord? On parle de ces universités, les meilleures universités américaines vont être OK. Par contre, les universités de seconde classe et de troisième classe, elles vont avoir un énorme problème. Leur gros problème, c'est les inscriptions. Elles commencent aujourd'hui déjà à avoir très peur de la rentrée en septembre parce qu'elles ont de moins en moins d'inscriptions. Eh bien oui, pourquoi est-ce qu'un étudiant américain paierait 50 000 $ pour être en ligne et qu'il ne peut pas aller sur le campus? Et donc, du coup, elles ont de moins en moins d'inscriptions. Et c'est là où l'Afrique devient très, très, très intéressant pour ces universités américaines qui, elles, aujourd'hui, sont plus prêtes que jamais à créer des liens avec les universités africaines. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de cette jeunesse africaine. Rappelons-le que plus de 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Ça veut dire que ça, dans 5 ans, ou même pas, dans 3 ans, ça devient des clients de ces universités-là qui, elles, sont aujourd'hui très intéressées à flirter avec l'Afrique. Donc, pour que ça se passe bien, pour que ça se passe, il faut arrêter de mettre tout en ligne à travers Zoom ou à travers Teams ou à travers Skype. On a eu le Covid. Ces universités, y compris l'université de Toronto, l'université de Stanford, l'université de Harvard, ont toutes fermé du jour au lendemain. Je me rappelle très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Ils ont dit, mettez tout en ligne. Et c'était la panique totale. Mais vraiment la panique. Tous ces enseignants n'avaient jamais enseigné en ligne. Des universités qui étaient très réputées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier effet post-Covid, c'était que tout le monde a mis son contenu sur Zoom. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les étudiants sont condamnés à regarder des vidéos préenregistrées par un professeur qu'ils n'ont jamais rencontré. Premier problème. Deuxième, et lorsqu'on est sur Zoom, par exemple, le vrai problème, c'est qu'on se regarde parler en permanence. Et ça, c'est épuisant. Alors, 3 heures de Zoom et vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle, si je parle à quelqu'un, je ne me vois pas me parler. Mais sur Zoom, je me regarde parler pendant 3 heures. C'est épuisant. Il nous fallait créer une nouvelle solution. Et c'est pour ça que l'on a créé un campus de réalité virtuelle où les gens pouvaient avoir un avatar, pouvaient regarder à quoi ils ressemblaient à travers des photos, mais ils pouvaient interagir avec les gens, parler avec les gens, aller en salle de classe et répliquer ces interactions qu'on aurait sur le même campus américain. Voilà. Quel est alors l'impact de ce campus virtuel? Alors l'impact, c'est que, bien sûr, j'ai parlé du premier effet Covid, tout le monde met tout en ligne n'importe comment. Le deuxième, ça se passe maintenant. Toutes ces universités-là s'aperçoivent que, hey, ça ne marche pas. Les étudiants décrochent, les enseignants décrochent. Le troisième effet, c'est qu'aujourd'hui, ils commencent à nous contacter. On a des centaines d'universités qui viennent nous contacter. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, on est prête à utiliser autre chose que de la vidéoconférence. On est prête à utiliser un outil qui multiplie les interactions entre les étudiants entre eux et entre les enseignants. Rappelez-vous que, et ça c'est un petit peu ma spécialité à l'université, la neuroscience et l'apprentissage en ligne, qu'est-ce qui fait que les gens apprennent? Eh bien, c'est 1, le contenu, 2, les interactions sociales, et 3, le travail en groupe. Les interactions sociales et les travails en groupe, ça représente plus de 60% de l'apprentissage. Le Zoom, le Skype, ça enlève tout ça. Alors que notre Live Virtual Campus, grâce à ces interactions entre les avatars, on se parle tout le temps, on organise des groupes, on fait des simulations, on va en salle de classe, on va en réunion ensemble, on partage des documents. Eh bien là, les universités se disent, mais comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? Contactons-les. Alors, il y a ces universités qui nous contactent et également les conférences. Toutes les conférences qui aujourd'hui, qui auparavant se faisaient dans les hôtels, se faisaient dans les campus, aujourd'hui nous contactent parce qu'elles veulent avoir cette expérience de la conférence ou du symposium sans que ce soit une espèce de webinar. Voilà. Alors, à qui est destiné le campus virtuel? Eh bien, très bien. Nous, on a 3 cibles. La première cible, c'est les universités. Il y a énormément d'universités qui nous appellent aujourd'hui. La deuxième cible, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui, elles, doivent former leurs employés de manière permanente. Comme par exemple, il y a une grande entreprise au Brésil qui s'appelle Vale. C'est une entreprise qui fait plus de 50 000 employés. Eux, ils doivent former leurs employés en permanence. Eh bien, ils veulent les former à travers une simulation. On leur a construit un petit peu une mine parce que c'est une entreprise de mine, de minerais.
Et donc, on leur a construit une mine dans le campus virtuel et ils font toutes ces simulations et tout cet apprentissage à travers le campus virtuel. Un, les universités, deux, les grandes entreprises, et puis trois, eh bien, le trois, c'est un petit peu tout le monde. On a comme les Spurs, les San Antonio Spurs, par exemple, qui sont venus nous voir pour nous dire, nous voulons votre expertise pour repenser les interactions au niveau du sport. Donc, eux, c'est de la NBA. Eh bien, ils viennent nous voir pour notre expertise, pour le campus, mais également pour notre expertise à comment redéfinir les interactions humaines en ligne. Alors, quelle est la technologie utilisée au sein de ce campus? Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir le partager à travers des images. La technologie que l'on utilise aujourd'hui, c'est un petit peu, on s'est beaucoup, comment dire, inspiré de ce qui se faisait dans l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo est une énorme industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. D'accord? Et l'idée, c'est de voir, d'essayer d'analyser pourquoi est-ce que cette industrie du jeu vidéo, eh bien, est tellement addictive. Pourquoi est-ce que ces gens-là veulent rester sur ces jeux vidéo autant de temps? Eh bien, il y a plusieurs règles. Et nous, on a étudié ces règles. Pourquoi est-ce que ça marchait aussi bien avec les jeux vidéo et pourquoi ça marche pas à travers Skype ou à travers Zoom ou à travers Google Meet? Eh bien, à travers ça, donc on utilise ce campus de réalité virtuelle où chacun a un avatar, où chacun peut se déplacer, peut aller en salle de classe, peut aller dans l'amphithéâtre, peut organiser des travaux de groupe, avoir ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System, et à travers ça, en fait, pouvoir justement interagir et multiplier ces interactions sociales entre les étudiants et entre les enseignants. En gros, créé une communauté d'apprenants. Voilà. Le grand problème avec Zoom, avec Skype, c'est que une personne doit avoir son micro ouvert. C'est tout. S'il y a deux personnes qui parlent en même temps, c'est fini, plus personne ne s'entend. Ici, c'est très bien parce qu'on peut avoir 1000 étudiants en même temps sur le campus qui travaillent à différents endroits sur ce campus virtuel à travers leur avatar. Et ça, c'est super intéressant. Tout à l'heure, vous disiez qu'avec la pandémie, vous avez été contacté par une centaine d'universités. Au départ, lorsque vous avez mis en place votre start-up, est-ce que vous vous attendiez à un aussi grand impact que les gens s'intéressent à ce niveau à votre projet? Non, Dominique, c'était le jour et la nuit, c'est-à-dire que le projet était intéressant auparavant et bon, vous savez, les universités, les écoles primaires, les écoles secondaires, le ministère de l'Éducation dans plusieurs pays sont un petit peu lents à réagir. Comme je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de l'éducation du 21e siècle, mais on est déjà en 2020 et rien, en tout cas pas grand-chose a été fait, hein, à part mettre des tableaux blancs interactifs. Pourquoi? Parce que c'est un système qui date de la révolution industrielle. Et donc cette révolution industrielle, eh bien, elle est plus adaptée aujourd'hui. Et alors là, le Covid arrive. Et du jour au lendemain, on ne parle plus aux professeurs, on ne parle plus aux directeurs de programme, on parle directement aux directeurs et aux recteurs de l'université qui viennent nous appeler directement en nous disant « Help, please ». Et ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'on a étudié ça pendant 5 ans auparavant. On a fait nos tests, on a travaillé avec l'université Stanford, on a vu ce qui se faisait de bien, on a vu ce qui échouait et ce qui marchait. Et aujourd'hui, c'est un réel succès. Effectivement, on est passé très, très près vous savez, quand on grossit, en fait, on est passé d'une équipe de 7 personnes à une équipe de 47 personnes en 3 semaines. Quand on grossit aussi rapidement, c'est toujours un petit peu délicat de gérer cette croissance. Et Dieu merci, on a des gens qui sont très très qualifiés avec nous, des gens qui ont d'ailleurs laissé leur travail, laissé leur emploi à l'université pour venir travailler avec nous parce qu'ils pensaient, ils croient réellement à ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment très très, c'est vraiment génial. Alors, tout à l'heure, vous prônez vos valeurs africaines. Quelles sont vos perspectives pour le monde et pour l'Afrique en particulier? Bon, alors, je vais essayer d'être concis par rapport à ça parce que c'est une histoire un petit peu compliquée. On parle beaucoup du Covid aujourd'hui, mais comme je le disais, le Covid n'est qu'un accélérateur. La vraie révolution va se passer à travers 2 mots. Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va mettre des millions de personnes hors du marché du travail. Pourquoi? Parce que entre ce mix, hein, entre la combinaison de l'intelligence artificielle et le 3D printing, cette combinaison-là va faire en sorte qu'il va y avoir énormément de gens, et surtout en Afrique, qui vont être mis sur le carreau. Pourquoi? Parce que regardez mon pays d'origine, la Tunisie. On a toujours été très bon dans le tourisme et puis dans attirer des industries. Alors d'abord, ça a été le textile,
Ensuite, c'est les centres d'appel. Aujourd'hui, c'est la technologie. Bon, très bien. L'intelligence artificielle arrive. Textile, fini. C'est même plus nous, c'est même plus la Chine. C'est des robots qui vont les faire. Les centres d'appel, fini. L'intelligence artificielle aujourd'hui arrive à parler avec des humains sans même que vous vous rendiez compte que c'est un robot. Donc, si on ne fait pas quelque chose pour l'Afrique, et en plus de ça, hein, imaginez que, comme je le disais tout à l'heure, la population africaine, d'ici 2050, on va arriver à 2,4 milliards de personnes. Ça va représenter 2 humains sur 6. C'est quand même assez, c'est presque un tiers de la population mondiale. Et dans ce un tiers de la population mondiale, près de 50% d'entre eux ont moins de 15. Si on ne fait pas le nécessaire pour arriver à éduquer de manière industrielle cette communauté gigantesque, cette jeunesse gigantesque, ce raz-de-marée gigantesque, ce tsunami africain, eh bien, on va être dans de beaux draps. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, comme vous le savez, on a toutes les raisons du monde de se faire la guerre. Je le disais tout à l'heure, on est blanc, on est noir, on est chrétien, on est musulman, on est Hutu, on est Tutsi. Mais si on arrive à éduquer cette masse avec un système éducatif qui est complètement différent de ce que l'on a aujourd'hui, à savoir construire des écoles et attirer les enfants dans les écoles, dans des rangées, ça c'est la révolution industrielle. Il faut arrêter. Si on arrive à surfer sur les technologies en ligne pour apporter une éducation de qualité à des millions d'Africains, on a la chance non pas de sortir l'Afrique de ce bourbier, mais en plus d'en faire une puissance mondiale. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, hein, je suis d'accord. Mais l'intelligence artificielle combinée au 3D printing va avoir un impact désastreux sur l'employabilité en Afrique. Donc, il y a l'éducation qui doit complètement changer, arrêter de construire des écoles. Il faut maintenant offrir les formations en ligne. Et comme je le disais, les universités américaines comme Harvard, Stanford sont très intéressées à aller flirter avec l'Afrique aujourd'hui. Donc, c'est notre opportunité de le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est aussi une bonne chose. En Afrique, et surtout dans les pays comme la Tunisie, on a été très bon à faire des doctorants. On fait des doctorants en n'importe quoi et n'importe qui. Par contre, ces doctorants, pour créer de l'emploi et créer des richesses, eh bien, c'est plus difficile. Il faut que ce soit un système complet qui soit mis sur pied. Le Sénégal fait un très bon travail. Ils attirent des investisseurs américains, chinois. Ils vont construire un énorme incubateur à Dakar. Ils font du travail exceptionnel. Il faut suivre l'exemple sénégalais. Il y a l'exemple égyptien également, l'exemple kényan, l'exemple nigérien. Ça, c'est très important. Alors, c'est la raison pour laquelle, le 1er septembre, je l'annonce, le 1er septembre, c'est un mardi, nous allons, sur le campus de réalité virtuelle, réunir 100 universités américaines et canadiennes, intéressées à créer des partenariats avec 100 universités africaines. Ça se passe passer le 1er septembre sur le campus virtuel. On va vous envoyer le lien pour vous inscrire, mais on ne reçoit pas d'étudiants, on reçoit que des universités américaines et africaines qui sont intéressées à créer des partenariats ensemble. Et ça, c'est le début de cette ère de l'éducation du 21e siècle. Encore une fois, je suis un petit peu fâché parce que ça a pris plus de 20 ans à être mis sur pied. Il a fallu attendre un virus pour nous mettre un coup de pied dans le derrière et nous dire c'est le moment de changer votre système éducatif. Pour finir avec vous, vous l'avez dit que la pandémie de Covid-19 a été un réel accélérateur. Pensez-vous que le campus virtuel aura autant de succès après la pandémie? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que regardez, en fait, aujourd'hui, un étudiant américain, par exemple. Un étudiant américain va payer environ entre 30 000 et puis 60 000 $ l'année pour aller à l'université, ce qui est énorme. D'accord? Aujourd'hui, cet étudiant ne peut plus aller à l'université. On va lui demander de rester chez soi. Reste chez toi, reste sur ton ordinateur, mais tu vas quand même payer 50 000 $ par an. No way. Il va dire, il n'y a pas moyen. Ils vont être obligés de, changer leur système éducatif grâce à un programme comme le campus de réalité virtuelle, mais en plus de ça, de baisser leur prix. En baissant leur prix, il leur faudra attirer beaucoup plus d'étudiants. Et c'est là où l'Afrique devient le plus important atout pour ces universités américaines et canadiennes et européennes. Non seulement
Nous allons offrir les programmes universitaires américains et canadiens à la jeunesse africaine, mais en plus de ça, ils vont rester dans leur pays pour aider leur pays à fleurir. Il ne s'agit plus en fait de faire une espèce de fuite des cerveaux, comme on l'a fait. J'en suis un produit. Aujourd'hui, avec mon campus virtuel, mes 50 employés, je n'aide pas l'Afrique. Ce que j'aide, c'est le Canada et les États-Unis. Mais si j'avais réussi à avoir une éducation de qualité en étant en Afrique, j'aurais construit ça en Afrique et je serais en train d'aider l'Afrique aujourd'hui. Donc effectivement, je pense que ça va rester parce que les universités vont baisser leurs prix. Elles vont devoir avoir beaucoup plus d'étudiants un peu partout dans le monde pour avoir une notoriété, une plus grande notoriété. Et pour ça, il leur faudra utiliser un système de campus de réalité virtuelle, contrairement à un espèce de système via Skype ou via Zoom. Voilà, merci beaucoup Hosni Zawali de nous avoir entretenu sur le campus virtuel. Je rappelle que vous êtes CEO de Tech Adaptica et consultant à l'Université Stanford en Californie, aux États-Unis. Et donc, nous vous souhaitons bonne continuation et un très bon après-midi chez vous. Merci à tous. À très bientôt, j'espère. Merci. Merci également à vous, chers auditeurs, chers internautes, de la confiance que vous nous accordez chaque semaine sur Financial Afrique TV. Donc, PIB, nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro.